Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo d'orthopédie qui s'intéressera aujourd'hui au traumatisme du coude. Comme toujours, on fera un petit rappel puis on revient à la diapo. Comme on va s'intéresser au traumatisme du coude, comme rappel anatomique, on va voir la région du coude. Alors, le coude est une articulation entre les os de l'avant-bras et l'os du bras. C'est-à-dire, c'est une articulation qui va réunir l'extrémité inférieure de l'humérus, qu'on va voir, donc extrémité inférieure de l'humérus et les deux extrémités supérieures du radius et de l'ulna. L'extrémité inférieure de l'humérus, on l'a vu déjà la dernière fois, est constituée de plusieurs éléments, à savoir le capitellum qui va s'articuler avec la tête radiale, la trochlée humérale qui va s'articuler avec le processus coronoïde, l'épicondyle médial qui va donner insertion à quelques ligaments de l'articulation du coude et l'épicondyle latéral qui va lui aussi donner insertion aux ligaments de l'articulation du coude. Alors, le capitellum et la partie latérale de la trochlée humérale vont constituer le condyle latéral. La partie médiale de la trochlée humérale va constituer le condyle médial. La trochlée, comme je l'ai dit, va s'articuler avec le processus coronoïde et le capitellum va s'articuler avec la tête radiale. Donc l'articulation est aussi constituée des deux os de l'avant-bras qui sont réunis entre eux par la membrane interosseuse. La membrane interosseuse qui va maintenir les deux os ensemble, donc joints ensemble. Donc le radius, on va voir son extrémité supérieure, donc qui nous intéresse le plus aujourd'hui. L'extrémité supérieure du radius est constituée de la tête radiale qui, à son sommet, présente une concavité. Cette concavité va accueillir le capitellum de la palette humérale. Elle est constituée aussi d'un col, donc c'est un rétrécissement de l'épaisseur du radius, et ce qu'on voit ici, c'est la tubérosité radiale qui va accueillir l'insertion d'un muscle particulier qu'on va voir par la suite. Donc, dans l'articulation, il y a aussi l'extrémité supérieure de l'ulna. L'extrémité supérieure de l'ulna est constituée d'un olecrane, c'est ce qu'on voit ici, c'est la partie verticale, donc l'olecrane, et le processus coronoïde, c'est la partie donc horizontale. Ici, on le voit nettement. Donc, le processus coronoïde est horizontal, l'olecrane est vertical. Donc, l'olecrane, dans sa partie postérieure, va accueillir le muscle triceps brachial. Et la trochlée humérale viendra s'insérer au niveau sur le processus coronoïde. Donc ces trois parties-là vont s'articuler ensemble pour constituer l'articulation du coude. L'articulation du coude est maintenue, donc les trois os sont maintenus entre eux grâce à ce qu'on appelle des ligaments et des moyens de fixité. Donc on va voir le coude de plus près. Donc, l'articulation du coude. Donc, l'articulation du coude de plus près est constituée donc des trois os qu'on vient de citer qui sont réunis grâce à des moyens ligamentaires. Les moyens ligamentaires les plus importants sont tout d'abord les ligaments collatéraux. Alors, les ligaments collatéraux ou latéraux sont des ligaments qui vont s'insérer sur les épicondyles médiales et latérales de la palette humérale et vont venir attacher à l'humérus les deux os de l'avant-bras. Donc, il existe les ligaments collatéraux latéraux, de l'épicondyle latéral jusqu'au radius, et les ligaments collatéraux médiaux, donc de l'épicondyle médial à l'ulna. Il existe aussi un ligament très important, c'est ce qu'on appelle le ligament annulaire. Donc, on va voir ça tout de suite. Le ligament annulaire va attacher la tête radiale à l'ulna. C'est ce qu'on voit ici. Le ligament annulaire, comme on le voit, c'est un moyen de fixité de la tête radiale à l'ulna. Donc, le ligament annulaire du radius peut se rompre et on aura des luxations divergentes qu'on va voir par la suite et on aura un problème de pronosupination car il faut savoir que la pronosupination est surtout permise grâce au radius.
Donc voilà pour le rappel anatomique sur la région du coude. Il reste à rappeler que le coude est maintenu grâce à une capsule articulaire qui va maintenir le tout ensemble dans les ligaments et les extrémités des os du bras et de l'avant-bras. Maintenant, retournons à la diapositive. Alors, après avoir vu le rappel anatomique, on va directement passer au cours. Aujourd'hui, on va voir 3 entités. Donc, la première entité étant la luxation du coude avec sa définition, les types de luxation, le mécanisme, le diagnostic, la prise en charge et enfin les complications. La deuxième entité est la fracture de la tête radiale avec sa définition, son mécanisme, la classification, le diagnostic et la prise en charge. Et enfin, on va voir la fracture de l'ulna qu'on va diviser en deux, la fracture de l'olecrâne et la fracture du processus coronoïde avec chacune d'elles sa classification, son diagnostic et sa prise en charge. On va voir en premier la luxation du coude. Alors, comme définition, la luxation du coude est la perte totale, mais surtout permanente du contact entre la palette humérale et l'extrémité supérieure du radius et de l'ulna. Ça veut dire que c'est une perte totale, plus de contact du tout entre les surfaces articulaires, entre la palette humérale, c'est-à-dire l'extrémité inférieure de l'humérus, et l'extrémité supérieure du radius et de l'ulna, autrement dit la tête radiale et l'extrémité supérieure de l'ulna. C'est la deuxième luxation la plus fréquente après la luxation de l'épaule. Elle peut survenir suite à un accident sportif, un accident de domicile ou un accident de la circulation. Donc on peut la voir dans plusieurs situations, que ce soit une simple chute de sa hauteur dans un accident de domicile ou un accident lors d'un accident sportif ou un accident de la circulation. Alors, les types de luxation, il en existe deux types, la luxation convergente et la luxation divergente. Il faut savoir que la luxation convergente est la plus fréquente. Pourquoi on l'appelle convergente? Parce que les deux os de l'avant-bras vont rester ensemble, donc ils vont rester collés l'un à l'autre, mais ils vont se luxer, donc partir dans la même direction. Donc les deux os de l'avant-bras se déplacent dans la même direction, dans le même sens. Soit ils vont tous les deux partir en postérieur, c'est la luxation la plus fréquente. Soit ils vont venir en avant, c'est-à-dire une luxation antérieure. Soit ils vont tous les deux partir en médial ou en latéral. La luxation divergente, contrairement à la convergente, c'est que les deux os de l'avant-bras vont partir dans deux sens différents. Cela implique que la membrane interosseuse qui joint les deux os de l'avant-bras et le ligament annulaire qui attache la tête radiale à l'ulna vont se déchirer et les deux os vont partir dans deux sens différents. Soit on aura une luxation antéro-postérieure, c'est-à-dire soit le radius ou l'ulna va se luxer en antérieur et l'autre va partir en postérieur, soit on aura la luxation divergente latérale, c'est-à-dire un os part en médial et l'autre part en latéral, un en interne et l'autre en externe. Donc on le voit ici, ça c'est une luxation convergente, regardez bien, les deux os de l'avant-bras sont partis tous les deux du même côté, c'est-à-dire le côté externe. Ici, c'est une luxation divergente. L'ulna est parti en médial et en postérieur. Le radius, il est parti en antérieur et en latéral. Ça, c'est une luxation antérolatérale divergente. Alors, quel est le mécanisme de la luxation du coude? On en a deux. Soit c'est une chute sur la main, bras en extension, rétropulsion et en valgus. C'est-à-dire que je chute sur la main. Mon bras, mon coude est en extension, déjeté vers l'arrière et en valgus, c'est-à-dire qu'il est donc éloigné du corps, donc le coude est en valgus, seulement le coude est éloigné du corps, c'est pas comme l'abduction. L'abduction, c'est tout le bras qui part loin du corps, qui s'éloigne du corps. Le valgus, c'est le coude par rapport au bras qui s'éloigne du corps. Donc on aura une luxation postérolatérale. Il faut savoir que la luxation postérolatérale, c'est la plus fréquente de toutes. Le deuxième mécanisme est une chute sur la face postérieure de l'avant-bras. C'est un mécanisme direct. L'impact est sur l'avant-bras directement, coude en flexion. Dans ce cas-ci, on aura une luxation antérieure transolecrânienne. Quand on parle de luxation antérieure transolecrânienne, c'est-à-dire que l'olecrâne sera fracturé et on aura une luxation antérieure. Donc les deux os de l'avant-bras vont partir donc en avant. Donc on le voit ici. Ça, c'est une luxation postérolatérale, on voit que l'ulna est derrière la palette humérale et ils sont tous les deux déjetés en latéral. Ici, c'est une luxation donc antérieure, regardez bien, la palette humérale est venue est déjetée, on va dire, en avant par rapport à
l'olécrane et à la tête radiale. Comment faire le diagnostic d'une luxation du coude? Alors c'est très simple, le diagnostic passe toujours par une étape clinique puis une étape radiologique. Le diagnostic clinique est simple, on aura une attitude de dessous, c'est-à-dire l'attitude du traumatisé du membre supérieur. Le membre atteint est en flexion au niveau du coude, donc tenu par la main contralatérale. On aura une impotence fonctionnelle, le sujet ne pourra plus faire la flexion-extension du coude. On aura des ecchymoses et des œdèmes au niveau de la partie luxée. On aura un gonflement du coude en antéro-postérieur et une ecchymose et de l'œdème. On aura des déformations qui sont caractéristiques à type de coude volumineux, de coude de hache postérieur, vu que les deux os de l'avant-bras vont faire une saillie au niveau du coude. Donc on aura le fameux coude de hache postérieur et on aura un raccourcissement de l'avant-bras vu que les deux os de l'avant-bras se déplacent donc en arrière, on aura un avant-bras qui sera raccourci. Et on aura la disparition de la ligne de Malguen qu'on verra par la suite. Toujours ne pas oublier de rechercher les lésions associées à type de lésions vasculaires, nerveuses ou musculo-tendineuses, c'est très important pour la prise en charge. Donc voilà le fameux coup de hache postérieur où on voit les deux os de l'avant-bras ici et ici, donc la tête radiale et l'olécrane qui font saillie au niveau du coude. Le diagnostic radiologique, toujours faire une radiographie de face en extension et une radiographie de profil en flexion. On fait ça parfois de façon bilatérale et comparative pour voir si la luxation est d'un seul côté et si ce n'est pas une malformation quelconque. Donc on le voit ici sur une radiographie de face. L'extrémité inférieure de l'humérus est sortie de ses cavités et les deux os de l'avant-bras sont déjetés en arrière et en latéral. Ici sur un profil pareil, l'extrémité inférieure de l'humérus s'est déplacée, donc est sortie de ses cavités et les deux os de l'avant-bras, les deux extrémités supérieures du radius et de l'ulna sont déjetées en arrière, donc sur cette radiographie-là. Comment prendre en charge une luxation du coude, surtout la luxation postérolatérale qui est très fréquente? Alors, toujours passer par les trois étapes, réduction, immobilisation et rééducation. La première étape étant la réduction, donc sous anesthésie générale parce que la douleur est très mal supportée. On fait une traction longitudinale, c'est-à-dire qu'un soignant va tenir le membre et tracter dessus, il va le tirer vers le bas. Une légère rétropulsion, il va légèrement le déjeter en arrière, donc en postérieur, puis faire une flexion progressive tout en maintenant une pression avec le pouce sur l'olécrane. Donc imaginez qu'il fait une flexion tout en comprimant l'olécrane, tout en le tirant vers le bas pour le remettre à sa place. Donc, trois étapes de réduction, une traction longitudinale, une rétropulsion, puis une flexion progressive avec une contrainte exercée sur l'olécrane. Comment savoir si j'ai bien réduit ma luxation? Alors, toujours faire une radio de contrôle après la réduction pour voir si la réduction a été bien faite. On aura une interligne articulaire régulière, c'est la fameuse ligne de Malguen. C'est la ligne passant par les deux épicondyles médial et latéral et par l'olécrane. On voit ici que la ligne est bien régulière. On la verra aussi sur la radio de contrôle. On aura également un alignement de l'axe du radius et une construction de Storen. Alors, c'est quoi la fameuse construction de Storen? Surtout les clichés que je vais faire, surtout les clichés de contrôle que je vais faire, je vais voir que l'axe du radius passe également par l'axe du capitellum, donc ici, axe du radius, passe par l'axe du capitellum, je dis bien sur tous les clichés de contrôle, donc que ce soit de face ou de profil. Donc si j'ai ces trois critères, on sait que la réduction a été bien faite. Deuxième étape, l'immobilisation, elle se fait grâce à une attelle postérieure, c'est ce qu'on voit ici. Coude fléchi entre 60 et 90 degrés, comme on le voit ici, donc pour immobiliser le coude. La rééducation, elle sera entamée par la suite pour éviter la raideur articulaire, qui est quand même la complication la plus fréquente au niveau articulaire. Enfin, quelles sont les complications de la luxation et du traitement de la luxation du coude? Les complications peuvent être immédiates à type de lésions vasculaires ou nerveuses ou même musculo-tendineuses. On peut aussi avoir un syndrome d'éloge qui peut compliquer lui surtout le traitement et pas la luxation elle-même.
On peut également voir des complications à type de séquelles. Par exemple, la raideur articulaire qui est très fréquente au niveau des articulations. On peut avoir des ostéomes, surtout si la personne se masse le coude. Donc c'est très contre-indiqué de se masser le coude si on a une luxation ou une fracture articulaire, au risque de voir la formation d'ostéome, c'est-à-dire la formation inadéquate d'os au niveau du coude. Et on peut aussi risquer l'arthrose par la suite. Comme complication aussi, la luxation peut évoluer vers un coude instable. Le coude instable, c'est des luxations à répétition du coude, donc dans le futur. On va passer à la deuxième entité qui est la fracture de la tête radiale. Comme définition, c'est toute fracture de l'extrémité supérieure du radius dont le trait de fracture se situe au-dessus de la tubérosité radiale. Alors, voici la tubérosité radiale qui donne insertion au muscle biceps brachial. Tout trait de fracture qui se situe au-dessus de celle-ci, c'est-à-dire au niveau de la tête radiale ou du col du radius, c'est une fracture de l'extrémité supérieure du radius. Quel est le mécanisme? Alors, le mécanisme le plus fréquent, c'est le mécanisme indirect, c'est une chute sur la main en pronation, donc comme la majorité des fractures du membre supérieur. Le mécanisme, il peut aussi être direct par fracture de l'ulna qui va se propager à la tête radiale, c'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, on a l'ulna qui se fracture, la fracture va se propager au radius. La classification, alors Mazan a classifié la fracture de la tête radiale en 4 types. Le premier type étant le plus bénin, donc c'est une fracture peu déplacée, le déplacement est inférieur à 2 mm. Il faut savoir que le déplacement peut se mesurer, donc tout déplacement inférieur à 2 mm c'est une fracture bénigne non déplacée, tout déplacement supérieur à 2 mm c'est une fracture déplacée, et ça correspond au type 2 de la classification de Mazan. Le type 3 est une fracture comminutive, c'est-à-dire que la tête radiale va éclater, il y aura plusieurs fragments, et le type 4 c'est une fracture de la tête radiale associée à une luxation du coude, c'est le type le plus grave, c'est-à-dire une fracture de la tête radiale plus une luxation du coude, on le voit ici. Donc type 1, elle n'est pas déplacée, donc le déplacement est inférieur à 2 mm. Le type 2, elle est déplacée, le déplacement est supérieur à 2 mm. Le type 3, elle est comminutive, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fragments et on a un éclatement de la tête radiale. Et le type 4, on le voit ici, c'est une fracture de la tête radiale plus une luxation du coude, c'est-à-dire que l'extrémité inférieure de l'humérus est sortie de son emplacement et les deux os de l'avant-bras sont projetés en arrière. Comment faire le diagnostic d'une fracture de la tête radiale? Le diagnostic est toujours clinique puis radiologique. La clinique, donc, il y aura une douleur prédominante sur les épicondyles latérales. Il faut savoir que le radius, c'est l'os de l'avant-bras le plus latéral. Donc, on aura une douleur qui est latérale au niveau du coude, surtout au niveau de l'épicondyle latéral à la palpation. On aura aussi une impotence fonctionnelle, mais surtout en pronosupination. Il faut savoir que la pronosupination est surtout possible grâce au radius qui tourne autour de l'ulna. L'ulna reste donc stable, reste immobile. La flexion-extension est quant à elle possible grâce à l'ulna, car c'est l'ulna qui va s'articuler avec la plus grande partie de la palette humérale. Toujours ne pas oublier de rechercher les lésions associées, les lésions vasculaires, nerveuses ou musculo-tendineuses. La radiologie, donc on fera toujours un cliché de face en extension et un cliché de profil en flexion, plus éventuellement un cliché modifié de Greenspan. C'est un cliché de profil. Au lieu d'avoir le rayon qui est perpendiculaire au radius comme l'incidence de profil, on aura un rayon qui est ascendant à 45 degrés par rapport au radius. La fracture, donc la prise en charge de la fracture de la tête radiale dépendra de sa classification. La fracture de type 1 de Mazan, donc la fracture la plus bénigne, donc non déplacée, bénéficiera d'un BABP pendant 15 jours seulement. Un plâtre brachio-antébranchio palmaire pendant 15 jours. La durée est relativement courte pour éviter les raideurs articulaires. Les fractures donc plus graves de type 2, 3 ou même 4 de Mazan bénéficieront d'un traitement chirurgical, soit par embrochage, soit par vissage simple, soit par plaque vissée. Il faut savoir que si la tête radiale est vraiment éclatée et que la fracture est vraiment comminutive et irréparable, on peut recourir à la chirurgie radicale, c'est-à-dire qu'on va remplacer la tête radiale par une prothèse,
c'est ce qu'on voit ici, la prothèse de la tête radiale. Ici, on voit une plaque vissée sur la tête radiale et ici, on voit un embrochage suite à une fracture de la tête radiale. On va entamer la dernière entité qui s'intéressera aux fractures de l'ulna proximale. Comme définition, la fracture de l'ulna proximale, c'est la fracture de l'extrémité supérieure de l'ulna. Elle est toujours articulaire, vu que l'ulna, avec son olécrane et son processus coronoïde, va s'articuler donc en grande partie avec l'extrémité inférieure de l'humérus. Donc le trait, il peut être soit au niveau de l'olécrane, soit au niveau du processus coronoïde. Donc la fracture de l'extrémité supérieure de l'ulna, elle est toujours articulaire, soit au niveau de l'olécrane, donc le trait est soit au niveau de l'olécrane, soit au niveau du processus coronoïde. Son mécanisme le plus fréquent est le mécanisme direct, contrairement à la majorité des fractures et des luxations. C'est une chute sur le coude qui soit fléchie, donc le coup est directement reçu au niveau du coude, fléchi, qui engendre le plus souvent un trait transverse au niveau de l'olécrane ou au niveau du processus coronoïde. Elle peut aussi survenir suite à un mécanisme indirect, par chute sur le coude en extension. Le coude en extension. Donc la chute, la réception se fait sur la main. Donc le choc va se propager jusqu'à l'extrémité supérieure de l'ulna, ce qui va la fracturer, engendrant un trait oblique. La fracture de l'olécrane, donc la première partie des fractures de l'extrémité supérieure de l'ulna, c'est aussi la fracture la plus fréquente de l'extrémité supérieure de l'ulna. Le trait, il passe par la base du processus coronoïde, c'est-à-dire que le trait touche l'olécrane à n'importe quelle partie jusqu'à la base du processus coronoïde, il ne touche pas ce dernier. Comme classification, Moret a classifié les fractures de l'olécrane en 3 types. Le premier type est une fracture non déplacée, qu'elle soit simple ou comminutive, c'est-à-dire le déplacement est inférieur à 2 mm, qu'elle soit simple, donc un seul trait, 2 fragments, ou qu'elle soit comminutive, c'est-à-dire à plusieurs fragments, éclatement de l'olécrane. Le type 2 est une fracture déplacée, le déplacement est supérieur à 2 mm, et le type 3 est une fracture de l'ulna proximale associée à une luxation du coude, comme tout à l'heure on l'a vu avec la tête radiale. Ici pareil, le type le plus grave c'est une fracture de l'olécrane plus une luxation du coude. On le voit ici. Donc ici c'est une fracture de l'olécrane, et ici on voit que l'extrémité inférieure de l'humérus s'est déplacée aussi. Comment faire le diagnostic d'une fracture de l'olécrane? Alors, le diagnostic est toujours clinique puis radiologique. La clinique, donc on verra que le patient souffre de douleurs qui sont caractéristiques, presque caractéristiques d'une fracture. Donc on peut déjà être très orienté vers la présence d'une fracture. On aura une extension qui sera impossible. Donc cette fois-ci, ce n'est pas la pronosupination qui est touchée, vu que ce n'est pas le radius qui est touché, c'est l'extension. C'est la flexion-extension qui sont commandées plus par l'ulna que par le radius. Donc on aura une extension impossible. Une échymose et de l'œdème. Le coude sera gonflé en antéro-postérieur avec présence d'œdème et d'échymose. Et ne pas oublier de rechercher toujours les lésions associées, qu'elles soient nerveuses, qu'elles soient vasculaires ou musculo-tendineuses. La radiographie, donc toujours faire un cliché de face en extension. Ce n'est pas possible, mais on fait l'extension du mieux, donc on demande au patient de faire l'extension du mieux qu'il peut. Et un profil en flexion. On le voit ici, c'est une fracture de l'olécrane. On voit ici que l'olécrane s'est détaché, c'est même 2 traits de fracture. Le premier, il est à la base du processus coronoïde et le deuxième, il est au milieu de l'olécrane. Et ici, c'est une fracture carrément déplacée. Comment prendre en charge une fracture de l'olécrane? Alors, toute fracture non déplacée, on mettra une attelle coude fléchi à de 45 à 90 degrés pendant 3 semaines. Donc, une attelle postérieure comme celle qu'on a vue pour la luxation du coude. Toute fracture déplacée ou complexe donc, devra être prise en charge chirurgicalement par un obanage, c'est la méthode de référence qu'on va voir tout de suite. Soit on mettra en place une plaque vissée, ou une excision du fragment proximal avec réinsertion du triceps. On peut carrément donc enlever le fragment fracturé et réinsérer le triceps donc sur la partie qui reste de l'olécrane. On va le voir ici. Ici, ce qu'on voit, c'est une plaque vissée pour tenir l'olécrane. Et ici, on voit le fameux obanage, c'est un embrochage, donc 2 broches parallèles. On va prendre un fil de fer qu'on va enrouler en 8 autour de ces 2
broche parallèle. Donc l'aubanage, c'est le traitement de choix pour la fracture de l'olecrane. Ici, on voit la fameuse attelle postérieure pour les fractures non déplacées de l'olecrane. On va finir avec les fractures du processus coronoïde. La fracture du processus coronoïde est très fréquemment associée à une luxation du coude. Donc la classification, elle a été donc classifiée par Regan et Moret en 3 types. On va voir et la classification et en même temps on va voir le traitement de ces fractures. Alors le type 1 est une avulsion du petit fragment mais qui est stable, c'est-à-dire qu'un petit fragment du processus coronoïde va se détacher, mais la fracture va rester stable. Dans ce cas, on aura recours à un traitement purement orthopédique avec une attelle. Le deuxième type est un fragment moyen, donc un fragment moyen va se détacher. Là, on va tester la stabilité. Si la fracture est stable, on aura recours à un traitement orthopédique, donc le traitement du type 1. Si c'est une fracture instable, on aura recours à un traitement chirurgical, c'est-à-dire le traitement du type 3. Finalement, le type 3 est un détachement d'un gros fragment et la fracture est totalement instable. Là, le traitement est chirurgical par pose d'une vis. Donc, on va poser une vis, donc un vissage, au niveau du processus coronoïde pour remettre le fragment et stabiliser la fracture. Merci.